même si ça dérange, même si ça embête l'autre, il y a toujours une raison à la peur et au bonheur. Enfin, donc tout ça, l'accueillir, l'accepter sans théoriser, hein, c'est vraiment juste, vivre vraiment les moments, dans lesquels aujourd'hui on se trouve, quoi. Bienvenue sur le podcast, Jeanne. Bah, écoute, merci, c'est gentil. Très, très heureux de t'accueillir. Je suis impatient d'échanger avec toi. Alors, on va parler, comme d'habitude, dépassement de soi, résilience, détermination, mais dans un contexte un peu différent et moi, je suis vraiment content parce que c'est vrai que récemment, on a eu plutôt des invités avec lesquels, les sujets, en tout cas leur discipline, c'était plutôt des disciplines intenses. Tu vois, des sports, notamment des sports qui se font sur des durées courtes, mais à un niveau d'intensité élevé. Et toi, bah, on va définitivement parler des mêmes sujets, résilience, détermination, dépassement, mais avec une approche un peu différente et plutôt cet éloge de la lenteur dont tu vas nous parler. Je te laisse peut-être commencer par te présenter, nous dire qui est Jeanne. Eh beh, écoute, Jeanne est une, trentenaire, passionnée de sport depuis toujours, je pense, pour être tout à fait franche. J'ai d'abord fait du rugby, heu, puis fait du crossfit avant de me découvrir, une passion, fulgurante pour la marche au long cours. Donc tu vas me dire la marche, la randonnée, qu'est-ce qu'il y a de différent avec la marche au long cours? Et ben, c'est une discipline qui est, plus connue aux États-Unis, pour être tout à fait franche et ça va être se déplacer uniquement au moyen de ses jambes, sur une période, on va dire importante, qui va de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres et donc de potentiellement plusieurs mois. Donc voilà qui je Aux suis. États-Unis, excellent. Aux États-Unis, il y a une appellation en particulier pour cette discipline? Ils appellent ça du through hike, donc de Through hike, la OK. ouais, c'est quelque chose, de l'ordre de la randonnée qui va, bah, plus loin, enfin qui traverse, tu vois? Quelque chose mais je pense que c'est Ouais. vraiment de l'ordre de l'introspection quand on attaque, une randonnée comme ça un peu au long cours. Évidemment, on va être seul avec soi-même pendant longtemps, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures par jour et en règle générale, pendant plusieurs mois. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'introspection, en effet, de la réflexion, plus loin que soi, plus loin que juste une randonnée, on va dire à la journée ou une micro-aventure. C'est quelque chose de l'ordre de l'aventure. Alors je traverse pas le pôle Nord, hein, mais je me retrouve toute seule pendant longtemps avec ma tente et mon sac à dos. Peut-être que oui, en effet, on est sur de la résilience là, ça semble évident. Comment s'est fait le déclic pour toi? Comment est-ce que tu as découvert cette discipline? Un coup de chance. On va dire que j'ai toujours entendu parler des chemins de Compostelle sans prévalence, religieuse puisque moi je suis absolument pas religieuse, mais j'en ai toujours entendu parler, j'en ai jamais eu envie et puis c'est apparu comme un besoin et comme une évidence de couper avec la vie de tous les jours, de couper avec, tout ce qui m'entourait à ce moment-là et donc en septembre 2019, j'ai décidé de prendre un sac à dos dans lequel j'ai mis quelques fringues et j'ai décidé de marcher 1 600 kilomètres alors que j'avais absolument jamais marché de toute ma vie, quoi. Waouh! Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir sur Compostelle plutôt qu'un autre chemin? Ça va être vraiment des questions techniques. Comme je te l'ai dit, j'ai jamais marché de ma vie avant de partir sur Compostelle, donc je sais pas comment on fait, j'ai aucune idée de combien de kilomètres on fait par jour, je sais pas si mon corps serait capable de le faire. Et j'ai pas de tente, j'ai pas de fringues, enfin j'ai vraiment je pars, totalement, enfin je pars avec 2 jeux de sous-vêtements et un pantalon, de rando acheté la veille, quoi. Donc c'est pour te dire, que j'avais vraiment rien et donc Compostelle, c'est hyper pratique. Il y a tout. Il y a les hébergements, il y a les livres qui te disent combien de kilomètres tu dois faire dans la journée. Il y a du monde sur le chemin qui te permet, bah, de pas être totalement tout seul et puis de te découvrir au travers d'autres, d'autres personnes, donc au travers de discussions, au travers de situations un petit peu drôles
Et, euh, et moi, j'ai vraiment décidé de faire Compostelle parce que c'est un chemin qui est long, mais qui est un chemin entre guillemets facile. Là, il n'y a pas beaucoup non plus de dénivelé. Il y a des hébergements tous les, je dirais, 15-20 kilomètres. Bref, ça reste très accessible. Et donc, pour une première expérience de voyage en long cours, ça me semblait être la façon la plus simple pour moi de partir sans me mettre trop en porte-à-faux, on va dire. Je sortais de ma zone de confort, mais pas non plus au point de me, je sais pas, de me stresser pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu restais dans un environnement si jamais les choses, se passaient pas comme prévu, tu avais des échappatoires assez facilement, sans que ça devienne déraisonnable. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis pas une aventurière, hein. Je vais pas sauter de la Tour Eiffel. Je vais pas partir, je sais pas moi, traverser le Sahara. Je suis pas une aventurière. J'ai pas cette prétention. Et puis en plus, je sais pas, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, ouais, je me sens pas attirée par ça. Par contre, je me sentais vraiment attirée par le besoin d'être seule, par le besoin de reconnecter avec la nature et puis avec moi. Et, euh, et donc la facilité technique m'a permis, en fait, juste de passer le cap. Il y a tellement de freins pour partir longtemps comme ça, juste avec un sac à dos et ses jambes, euh, que disons que j'ai minimisé les freins en partant sur un chemin qui me semblait faisable et puis qui me stressait pas et qui nécessitait pas une organisation hors du commun. Enfin, de toute façon, je savais pas comment m'organiser. Donc, il fallait bien que je commence par quelque chose. C'était parfait. Franchement, c'était le bon pied, au bon étrier. Enfin, c'était parfait, quoi. C'est marrant parce qu'à t'écouter, nous raconter ça, on a l'impression que tu es partie, enfin, tu dis que tu es pas une aventurière, mais c'est quand même, Compostelle, c'est quand même une sacrée aventure. 1 600 km, ça a fait combien de temps de randonnée d'ailleurs? Enfin de marche? Alors, 1600, je saurais pas te dire parce qu'au final, j'en ai fait un peu plus de 2000. Je suis partie pour 1 600 kilomètres et puis arrivée pas très loin de Compostelle. J'avais pas très envie d'arriver, donc je me suis rajouté 400 kilomètres de plus. Donc OK. j'ai fait un peu plus de 2100 kilomètres en tout et j'ai mis 71 jours. Donc, heu, Waouh! donc voilà, j'ai bien marché. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, je pense qu'on a tous dans l'idée je sais pas, l'image de l'aventurier, un peu tout fou, un peu qui peut pas être nous, tu vois? Alors que, bah, moi, je suis juste moi, quoi. Donc donc c'est clair que c'est une aventure, à mon niveau. C'est une aventure qui est accessible Mmh. à tous et qui vaut, sincèrement le coup d'être vécue. Je pense que c'est aussi ça le petit message aujourd'hui, c'est de se dire que à au moindre niveau, juste de prendre le temps pour soi et d'oser se lancer et donc de s'écouter, bah, c'est déjà une aventure en soi. Tu raison, en fait, c'était déjà une petite aventure. C'est super intéressant parce que tu parlais des freins. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui fait que pour toi, septembre 2019, ça a été le moment où tu as pu, aller au-delà des freins potentiels que tu avais et te lancer sur, 70 jours d'aventure sans expérience préalable? C'est une bonne question. Heu, j'ai fait fi des freins. Ce qui, pour moi, pouvait jusqu'alors être un frein, un questionnement qui me stressait, heu, avait plus lieu d'être parce que j'étais vraiment, j'étais tiraillée dans ma vie de tous les jours, dans mon emploi, dans ma situation. J'avais plus envie de rester là où j'étais et donc à ce moment-là, les freins de cette aventure-là n'existaient plus. Heu, OK. je m'étais déjà un peu renseignée depuis, on va dire, quelques mois, sur Compostelle, sur le chemin, pas sur la randonnée au long cours parce que j'étais pas consciente que ça allait être si long et que ça allait être tant de kilomètres, mais j'avais un peu regardé l'itinéraire. Bref, je m'étais un tout petit peu renseignée et puis, j'en avais un peu parlé autour de moi. C'était pas non plus la grosse surprise. Mais par contre, quand j'ai décidé de partir, ça a été du jour au lendemain. J'ai réservé un covoiturage. Le lendemain, j'étais au Puy-en-Velay. Le surlendemain, je partais pour 71 jours de randonnée. Donc les freins, ils ont disparu dès lors que j'ai ressenti le besoin de partir. OK, donc ça répondait vraiment à un appel, c'était ce qu'il fallait que tu fasses à ce moment-là. Exactement. C'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là pour me sortir
d'une torpeur, sociale, environnementale, peut-être intellectuelle. J'avais juste besoin de sortir de ma zone de confort et j'arrivais pas à le faire dans la situation dans laquelle j'étais. Donc pour moi, ben, j'ai toujours voyagé et il me fallait voyager, mais j'avais pas envie de voyager comme avant. Donc l'un dans l'autre, un peu d'activité physique, un peu de voyage, quelque chose sans impact carbone puisque, bah, tout à la force de mes jambes. Ça semblait être tellement parfait que je j'ai pas réfléchi à combien de kilomètres, où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger et comment ça va se passer quand il va pleuvoir et les jours où j'ai mal aux pieds, est-ce que je vais avancer? Tout ça, en fait, je sais pas, ça s'est répondu, on va dire presque naturellement. Je me suis posé les questions, hein, évidemment, mais c'est pas ce qui m'a arrêtée et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je t'en parle et que j'en parle aux gens. C'est parce que tous ces freins qu'on se met, au final, au final, c'est juste des questions et souvent on y répond sur le tard. Il suffit juste de se faire confiance, quoi. Il suffit juste d'oser et heu et suite à ça, en règle générale, on a la réponse en nous. Franchement, c'est juste qu'on sait plus s'écouter, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, avec les invités qu'on reçoit sur le podcast. Tu vois? Le fait d'app réapprendre à s'écouter et d'oser se lancer, foncer, même si, le projet n'est pas parfait, même si le projet n'est pas complètement prêt, même si, visiblement il est un peu fou. Hem, mais c'est un petit peu le message, qui revient de tous ces invités complètement frappés qu'on reçoit. Donc c'est cool de te l'entendre dire aussi. Et bah, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as trouvé, pendant ce voyage ou à l'issue de ce voyage, une fois que tu as eu suffisamment de recul? Est-ce que tu as eu les réponses aux questions que tu cherchais? Tu parles beaucoup d'introspection. C'est un format qui t'a permis de faire ce que tu avais envie de faire vis-à-vis de toi-même? Ah, ouais, je pense. Comment te dire? Qu'est-ce que j'y ai découvert? Déjà, j'y ai rencontré des personnes fabuleuses, des gens qui sont aujourd'hui de vrais amis. Hem Sachant que tu es parti solo au début, hein, mais les rencontres, tu les as faites en chemin, c'est ça? Exactement, je suis partie seule et j'ai fini seule, hein, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on les quitte, on les retrouve et tout ça, c'est assez magique avec une certaine autonomie. Donc tout ça, c'est, on va dire le 1er pont. Voilà, j'ai rencontré des personnes, juste merveilleuses qui m'ont permis de beaucoup me questionner sur moi, mais aussi sur la vie que les gens mènent en règle générale et de prendre les positifs et les négatifs un peu de chez tout le monde, donc ça, c'est chouette. Hem Après, au retour, on va dire qu'on a plein de questions. On a eu le temps, hein, de s'en poser des questions, quand on fait 2000 bornes tout seul, même si on discute de temps en temps, on a le temps de se poser des questions, de se demander ce qu'on veut faire demain et comment on veut vivre et pourquoi on a un tel impact sur la planète. Évidemment, on se les pose en boucle, hein. J'ai pas trouvé de réponse, évidemment, sinon ce serait trop facile, on partirait tous, marcher 2000 bornes et puis on aviserait Ouais. à la fin. Donc non, il y a pas de réponse toute faite. Il y a pas de réponse, prémâchée. Je pense juste que j'ai appris à me connaître moi, à me faire confiance, à renouer avec une personne que j'avais un peu délaissée, ces dernières années et heu et 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 puis j'ai appris à prendre le temps. J'ai appris à plus précipiter, à accepter de pas avoir les réponses et de les trouver plus tard ou de pas les trouver du tout, en fait et est-ce que c'est si grave que ça de pas les trouver ou d'accepter de prendre le temps? Je crois pas. Je crois qu'en fait, elle est là, la réponse première, elle était de se retrouver soi pour, pour ensuite faire front et accepter la vie, qui est mienne, qui est nôtre. Il y a que ça comme réponse. C'est vraiment un moment où face à un manque de confiance en soi, qui était, on peut le dire, très existant chez moi, heu, j'ai appris à renouer avec, mes sensations, avec mes envies, avec mes peurs aussi, hein. Je j'affrontais pas mes peurs. Aujourd'hui, je suis consciente et je suis capable de dire: «Non, mais j'ai peur» ou «J'ai pas envie» ou «Je le sens pas». Mmh. Même si ça dérange, même si ça embête l'autre, il y a toujours une raison à la peur et au bonheur. Enfin, donc tout ça, l'accueillir, l'accepter sans, sans théoriser, hein. C'est vraiment juste, vivre vraiment les moments, dans lesquels aujourd'hui on se trouve, quoi. Peut-être que juste j'ai appris à m'écouter et que ça aujourd'hui c'est ce qui fait sens dans ma vie. Et ça cet état d'esprit, tu dirais que c'est quelque chose qui est venu en cours de route
ou c'est-à-dire en cours de route, sous-entendu, sur Compostelle? Ou ou c'est quelque chose, que dont tu t'es rendu compte, après coup, une fois de retour une fois de retour chez toi et confronté, tu vois, à nouveau à la réalité, on va dire, hors des sentiers, quoi? Je pense que depuis le début, je le portais en moi. C'est-à-dire qu'on se découvre pas, enfin je pense qu'on change pas, du tout au tout, on se découvre pas, Oui, on réapprend à se connaître. Donc il y a des choses que je savais déjà, que j'ai théorisées pendant la randonnée en me disant: «Je voudrais être comme ça quand je rentre, il faut que j'arrête de me faire happer par les réseaux sociaux, par la vie de tous les jours, que je prenne plus de temps pour les loisirs, pour, bref, un milliard de choses». Et puis après on rentre dans la vraie vie et puis de nouveau on se fait happer par tout ça. Mais au moins on a pris conscience de certaines choses, de ce qu'on voulait absolument plus et ce avec quoi on allait encore aujourd'hui. Bon bah voilà, de temps en temps on se fait happer par un film, de temps en temps on se fait happer par les réseaux sociaux ou par la vie de tous les jours où on prend pas le temps. Mais on le prend quand même un peu plus et puis on le fait plus consciemment. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon bah j'ai oui. pas eu le temps de faire tout ça, ou en tout cas j'en ai pas profité, mais j'en suis consciente. Je me laisse plus déborder par la société ou par la frénésie de la société. Je suis un peu plus consciente de tout ça, donc c'était c'était déjà en moi d'une façon ou d'une autre, c'était déjà en moi. Par contre, j'ai dû mettre le doigt dessus et aujourd'hui, je le souligne aussi. Ouais, dans ce que tu expliques, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, c'était déjà en toi, mais quelque part, ce voyage initiatique t'a permis d'en prendre conscience et même si tu as pas radicalement changé tes habitudes, de ce que je comprends, en tout cas, tu fais les choses, hem, ouais, avec plus de vigilance sur où est-ce que tu investis ton temps et ce qui mérite de devenir un souci ou pas. Bah, je pense que je fais surtout plus en me respectant moi, mes valeurs, mes besoins, mes envies et en me faisant moins, happer par toutes les cases, sociales, auxquelles, tu veux répondre pour X ou Y raison. Tu es une nana, tu portes du rose, tu as fait des études, il faut que tu trouves un métier dans cette branche. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nous ont été imposées tellement longtemps et depuis tellement longtemps que en fait, aujourd'hui, j'essaie juste de me respecter moi avec ce que je pense et si de temps en temps, évidemment, je peux faire, je sais pas, je peux enfreindre, une de mes valeurs en allant, je sais pas moi, acheter dans un supermarché, je sais pas ce que je pourrais dire comme bêtise, mais évidemment, on n'est pas parfait. C'est évident. Personne n'est parfait. Et ça aussi, on apprend à l'accepter, de pas être à 200% parfait et de pas donner l'impression d'être tout le temps parfait, tout le temps au taquet. Accepter d'être fatigué, Mmh. accepter de pas avoir la motive. Tout ça, c'est des choses qu'on prend aussi en considération quand on se respecte, en fait. Quand on se fait confiance, on se respecte plus. Et quand on se respecte plus, bah, on arrête d'aller contre soi, contre ce qu'on pense et contre ce qu'on ressent, quoi. Donc oui, il y a quelque chose de cet ordre-là que, si ce n'est j'ai découvert, en tout cas j'ai renoué. Excellent. Ah, ça fait une belle histoire pour une première aventure sans expérience précédente et on peut dire que tu en as vraiment tiré profit. Ouais, 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 ouais. Franchement, ça a été une expérience, ça a été une expérience de dingue. Enfin, tout l'intérêt de ce chemin, c'est qu'il m'a permis de me retrouver, me rencontrer, et puis ça m'a donné envie de continuer. Donc l'un dans l'autre, porter des valeurs qui me sont chères et et ouais, me battre pour des choses, qui aujourd'hui, à mes yeux, en valent la peine. Donc ouais, je me suis retrouvée et maintenant, c'est que du bonheur. Génial, ouais, en tout cas, ça fait plaisir à entendre et tu as eu des moments forts sur ce chemin? Parce qu'on a pas mal parlé de la partie, on va dire, un peu plus introspection, le besoin qui a motivé le départ, mais ça reste, plus de 2 000 kilomètres dans ton cas, 60 enfin, plus de 70 jours de marche, donc je serais curieux de savoir s'il y a eu, enfin, quelle surprise est-ce que tu as eu en cours de route? Je suppose qu'il y a forcément des choses que tu avais pas anticipées vu ton expérience, précédente et comment est-ce que tu as géré tout ça? Je sais pas comment je l'ai géré. Ça s'est géré au fur et à mesure. J'ai commencé à avoir froid, j'ai été, rattrapée par la pluie. Hem, ça se gère au fur et à mesure, en fait. La vie, le destin est tellement bien fait que
qu'on a une capacité d'adaptation, déjà, pour commencer. Et ça c'est salvateur, hein, il faut bien le dire. On apprend à vivre en communauté, on apprend à, mmh, comment dire? S'alimenter différemment, vivre différemment, à un autre rythme. Mmh. Hem, les grosses surprises, c'est d'être, apte à marcher un marathon avec un sac de 10 kilos sur le dos et bon, d'avoir un petit peu mal aux jambes le lendemain, certes, mais de pouvoir recommencer, quoi. De remettre pied à terre et de repartir et de prendre plaisir à être tout seul, à réfléchir, à rêvasser, c'est, heu, c'est de passer, d'un moment où il pleut, on est trempé et je sais pas, 2 bornes plus tard, il y a un grand soleil, un magnifique, arc-en-ciel sur des falaises auxquelles tu t'attendais pas et là, tu as juste envie de pleurer tellement c'est beau, tellement tu y crois pas, tellement la nature est bien faite, donc ouais, il y en a plein des moments dingues. Un moment où, je sais pas, tu te réveilles et tu es dans les vignes et il y a un tel brouillard que tu te demandes si tu vas réussir à avancer et le soleil se lève là-dedans et c'est juste magique, quoi. Donc hem, donc ouais, si à ça tu rajoutes, les petits moments de gentillesse des gens qui vont, t'offrir à manger, t'offrir le café, discuter parce que juste, c'est intéressant et c'est intriguant ce que vous faites et pourquoi vous le faites et franchement la vie est qu'une surprise, il suffit juste de l'accueillir, en fait. Oh là là, tu me fais rêver là. Ça donne envie de se lancer demain. Franchement, ça vaut le coup. Et j'ai une dernière question peut-être sur, Compostelle. C'est par rapport au fait que tu sois parti solo. Est-ce que le fait d'être une femme a été un challenge pour toi? Est-ce que tu as observé des je sais pas, des comportements ou des réactions de surprise des gens qui te voyaient, faire tes 2 000 kilomètres, toute seule? Sur Compostelle, ça a été moins évident que sur celle d'après. Mais j'avoue que même déjà sur Compostelle, les gens étaient intrigués de voir une femme partir seule. Euh, J'avais un tout petit sac en plus, j'étais vraiment sous-équipée, donc ils étaient pour certains inquiets, juste pour d'autres, pardon, juste intrigués. Euh, Souvent, les femmes sont un soutien. Alors, elle pose toujours la question de: «Est-ce que je suis vraiment seule? Est-ce que j'ai pas peur?» Évidemment, parce que c'est les premières questions auxquelles on est confronté, je pense, quand on est une femme en règle générale. Les hommes vont être un peu plus, comment dire? Tatillons, un peu plus un peu moins sympas au premier abord et puis, en fait, ils se rendent compte qu'on n'est pas enfin, moi, j'étais partie sur un coup de tête, mais qu'on n'est pas plus bête qu'une autre et qu'on avait un peu réfléchi au truc quand même, qu'on se met pas dans des situations, dangereuses et que voilà, enfin, en règle générale, ça va plutôt bien. Mais c'est vrai que alors sur Saint-Jacques, les gens étaient peut-être particulièrement bienveillants. Hem, Ensuite, j'ai fait un autre GR d'un peu plus de 2 300 kilomètres et là, pour le coup, j'ai rencontré plus de récalcitrants au fait d'être une femme seule, avec des questions sur peut-être quelle était ma place à cet endroit-là et dans ce type de challenge, d'aventure où c'était moins bienveillant, c'était plus intrusif, c'était souvent, relativement condescendant. Hem, Être une femme sur le chemin, ça m'était enfin, c'est-à-dire que moi, je m'étais jamais posé la question. Je suis une Mmh. femme, j'ai toujours été une femme, j'ai toujours été extrêmement autonome. Si mon mari veut pas venir avec moi marcher, mais je pars quand même marcher, en fait. Enfin, ça m'empêchera pas d'y aller. Hem, ça m'était pas venu à l'esprit qu'une femme ne pouvait pas le faire. Évidemment, j'avais jamais eu d'exemple, j'avais jamais vu de femme le faire, j'avais jamais connu d'exemple de ça, mais ça me semblait pas si hors norme ou si infaisable que ça et puis au vu des différentes, ouais, des différents retours, des petites piques, des retours des uns et des autres, c'est vrai qu'on se pose de plus en plus de questions de quelle est notre place dans ce type d'activité physique et pourquoi je le fais alors qu'on se pose pas la question, semblerait-il, quand on est un homme: «Pourquoi je le fais?» «Parce que j'en ai envie». Quand on est une femme, on doit trouver une raison. Bah, en fait, j'en avais aussi envie, mais ça suffit, Mmh. semblerait-il, pas. Donc il y a quand même des choses de cet ordre-là. Être une femme, il faut avoir de bons arguments pour partir marcher. Un homme, c'est normal. Il y a quand même tout ça. Il y a eu plus de questionnements ensuite et puis bon,
moi, sur la deuxième rando, j'avoue que je dormais en plus dans une tente, seule. Donc ça a beaucoup questionné. Ouais, ouais, être une femme sur un chemin, en autonomie, seule, pose des questions. Mais il est temps qu'on se les pose. Et franchement, c'est super chouette. Génial. Alors, tu mentionnais justement cette deuxième aventure. Donc là, je pense que tout le monde a bien compris que Compostelle, pour toi, ça a été une expérience fabuleuse qui a fait naître cet amour pour la marche au long cours. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Quelles ont été les autres expériences et comment est-ce que tu vis ta passion aujourd'hui? Bah écoute, en revenant de Compostelle, euh, j'étais sur un petit nuage, faut bien l'avouer quand même. Et donc, au vu de ce sourire qui ne cessait d'illuminer mon visage, mon mari m'a proposé qu'on parte en Nouvelle-Zélande pour marcher sur le Te Araroa, qui est donc 3000 km qui traverse les deux îles de Nouvelle-Zélande. Donc, un mois plus tard, on était dans l'avion et on partait en Nouvelle-Zélande. Il nous a fallu un petit temps d'adaptation, évidemment. On commence à marcher, une énorme tempête s'abat sur la Nouvelle-Zélande qui arrache une grosse partie du chemin. Donc, on se retrouve contraint et forcé d'arrêter. En plus de ça, mon mari s'était blessé au genou, donc ça nous arrangeait un peu de se poser. On décide de faire un petit break, d'attendre un peu, histoire de voir. Lui sent qu'il peut pas continuer. Moi, je savais pas trop. Mais pas de bol, le coronavirus nous a rattrapés. Et donc, on s'est Aïe. retrouvés à rentrer en France suite à ce départ en Nouvelle-Zélande. On est donc rentré en France 4 mois plus tard. Un petit peu déçu évidemment de ne pas avoir pu mener à bien notre projet, d'avoir été obligé de quitter ces îles. Mais pour le coup, c'était un rêve qui est un peu tombé à l'eau violemment. Donc on est rentré en France en avril, non en mai, et, euh, et de là il a fallu attendre la fin du confinement français pour repartir. Et donc moi j'étais pas prête à vraiment dire adieu comme ça à la randonnée au long cours. J'avais pris une année un peu de break dans mon travail pour ça, pour me retrouver, me découvrir, me lancer vraiment là-dedans. Et donc je suis partie sur le GR34, le sentier des douaniers, qui donc fait l'intégralité de la côte bretonne. Donc en partant du Mont-Saint-Michel et en arrivant à Saint-Nazaire. Donc ça a été mon nouveau challenge post-confinement en juin 2020. Je suis partie pour faire à peu près 2300 km à pied en 80 jours exactement. Et là, c'était côté hébergement, tu t'es organisé comment? C'était en tente ou tu as fait un mix? Euh, alors je savais qu'il y avait peu d'hébergements sur le chemin à proprement parler. En plus de ça, moi j'avais déjà donc fait Saint-Jacques où j'avais déjà beaucoup marché. J'avais pas envie de recommencer exactement pareil, j'avais envie de rajouter un petit challenge. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre de quoi camper. Mais j'avais jamais campé de ma vie, hein. C'est-à-dire que si j'avais monté 2 fois dans ma vie une tente 2 secondes, c'était vraiment le grand max, quoi. Donc là, je me suis dit, bah voilà, c'est parti. Je prends une tente et puis on verra bien ce qui se passe. Et, euh, et donc je suis partie en autonomie complète pour le coup. Et, euh, et j'ai attaqué le chemin. euh, alors au début, il pleuvait beaucoup. Oui, tu étais en Bretagne. Ouais, j'étais en Bretagne, c'est un cadeau ça. Et il pleuvait beaucoup, et puis j'avais quand même une appréhension à monter ma tente. J'arrivais pas, je sais, les appréhensions qui sont toutes bêtes, hein, mais comment on monte sa tente, à quel endroit on peut le faire, comment on bivouaque, comment on fait pour se doucher, et puis pour cuisiner. Donc il y a tout ça qui sont venus un peu péricliter dans ma tête. Enfin, ça a été un peu compliqué la première semaine, je savais pas trop comment faire, donc j'ai plus dormi. Alors, le premier soir, j'ai dû dormir dans une auberge, un truc comme ça, après un gîte, après j'ai dormi en camping, et puis bon, bah, je savais monter ma tente, et puis le temps a été plus clément. Donc, de fil en aiguille, bah, j'ai planté ma tente un peu tout le long du chemin. Donc, de temps en temps en camping pour évidemment pouvoir prendre une douche, parce que quand même, c'est sympa les douches. Et puis le reste du temps en bivouac. En bivouac, et alors là, pour le coup, j'ai découvert juste la liberté, le bonheur. Enfin, voilà, j'apprends tous les jours, mais à ce moment-là, j'ai vraiment reconnecté avec la nature, avec soi.
et ça a quelque chose d'assez dingue. Franchement, c'est dingue qu'à 30 ans, on puisse apprendre des choses qui sont aussi basiques, mais que j'avais vraiment jamais essayé. Enfin, dans ma vie de tous les jours, j'avais jamais testé, quoi. Même si j'en avais rêvé, hein, j'avais jamais fait. Tu dirais que donc cette troisième expérience, de marche au long cours, mais deuxième vraiment où tu es partie, seule, en quoi est-ce qu'elle a été différente de Saint-Jacques? Alors, j'avais un sac qui était plus lourd. Ouais, Et ça, c'est pas négligeable quand tu pars sur, 2000 bornes, les 5 kilos en plus que tu portes, sont voilà, ils existent, ils sont bien là, bien présents, mais on s'y fait, hein, c'est comme tout. Hem, il y a moins d'hébergement, il y a moins de ravitaillement. Par exemple, pour acheter à manger, des choses comme ça, il faut un peu plus s'organiser en amont. Après, je peux pas dire que j'étais très organisée, je suis un peu partie encore une fois sur un coup de tête, donc du jour au lendemain. Donc ça se fait toujours, même en partant du jour au lendemain, hein, parce que moi j'ai réussi. Hem, maintenant c'est moins facile, hein. C'est franchement, il faut accepter d'avoir, 2 jours et demi de nourriture dans son sac, mais pour être sûr de pallier, à la petite supérette du coin qui est fermée, voilà. Il y a quand même des choses qui sont moins faciles à réaliser que sur Saint-Jacques. Il y a moins d'hébergement, il y a moins d'endroits pour manger, il y a voilà, c'est moins simple. Mais par contre, il y a beaucoup plus de nature, il y a plus de moments où on est, seul, parce qu'il y a moins de monde sur le chemin, on est vraiment seul. Enfin, moi, j'ai passé des jours sans adresser la parole à personne, quoi. ah ouais. Donc donc il y a plein de points positifs aussi, au fait que ce soit beaucoup moins fréquenté. Et comment tu faisais justement pour tout ce qui est, tu parlais tout à l'heure, tu vois, où camper, comment camper et cetera. Moi, je serais vraiment curieux de savoir comment tu t'es organisé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des aires prévues sur le GR34? Est-ce que tu peux le faire à peu près n'importe où? Comment tu as géré cette partie-là, en particulier? Bah, j'ai appris sur le terrain. Donc, j'ai appris que Ouais, dans des zones comme des parcs nationaux, des parcs régionaux, tu n'as pas le droit de camper, tu as pas le droit de faire de feu. Ça, en gros, tu peux pas le rater. Il y a des signalisations, des panneaux de signalisation dès que tu rentres dans ces endroits-là, hein. C'est très clair, OK. tu ne peux pas squatter et ça peut comprendre parce que, bon, ils veulent éviter, qu'on détruise la faune et la flore, de l'endroit. Bon, ça dès qu'on le sait, on fait un peu plus attention et puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est se déporter un peu du chemin. Le chemin, il est tracé de façon à ce qu'il y ait quand même de temps en temps des chemins qui en sortent et donc on peut aller dans un champ un peu plus loin, voilà, dans une forêt, des choses comme ça. Après, on apprend un peu sur le tard, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il pleut ou dès qu'il y a un peu de vent et ben c'est chouette d'aller se mettre à l'abri plutôt sous un on va dire un couvert, quel qu'il soit. Proche d'un mur ou sous un couvert végétal parce que ça évite le froid, ça évite le vent, c'est pas mal, ça protège quand même. Hem, après, ben, c'est comme tout, on a tous des bons conseils, hein. Moi, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de ce que j'ai essayé, ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Le petit conseil plus, mais que tous les randonneurs connaissent à peu près, Ouais, c'est si vous cherchez de l'eau, allez dans les cimetières. Ça, il y a pas ouais. il y a pas moyen, tout le monde le sait, mais ne l'oubliez surtout pas. Restez pas en rade d'eau, quoi, ce serait juste une grosse boulette. Après, moi, j'ai vraiment pas eu de mal à aller toquer chez les gens. C'est-à-dire que, bon, les Bretons sont particulièrement sympas et accueillants, mais voilà, aller demander de l'eau, les soirs où vraiment il y a aucun endroit où dormir, pas hésiter à aller taper à des portes et à demander si on peut pas planter la tente. Ils ont l'habitude, hein. Donc j'avoue que ouais, j'ai aussi fait fi un peu de cette espèce de, comment dire? Bonne éducation, un peu recroquevillée sur soi, à ne compter que sur soi. Bon, bah, il y a des soirs, j'allais ouvertement, taper à une porte, demander de l'eau, demander s'ils savaient pas où est-ce que je pouvais camper dans le coin et puis en règle générale, ces gens-là, s'ils voient qu'on n'est pas enfin voilà, moi j'allais pas foutre le bazar toute la nuit, quoi. En règle générale, à 9 heures t'es posé, à 10 heures tu dors donc ils t'ouvrent facilement leur jardin, quoi. Il y a vraiment une entraide qui se crée. Il suffit juste, en fait, d'être gentil, d'être bienveillant, d'être poli et les gens, ils ont moins peur que ce qu'on imagine, quoi. Mmh, c'est un bon tip, c'est ça. Le cimetière, tu vois, je l'avais en tête, c'est parce que c'est quelque chose, pour ceux qui font de la route, du vélo.
qu'on donne aussi comme tips parce que c'est vrai que quand tu pars, sur, tu vois des sorties de plus de 100 kilomètres, il faut prévoir le ravitaillement en eau. Donc pour ceux qui se posent la question: «Pourquoi l'eau dans les cimetières?» C'est tout simplement généralement pour les fleurs, qu'il y a des points d'eau, qui sont accessibles. Voilà. Exactement. Mais, c'est un très bon point sur le fait de demander. C'est vrai que tu vois spontanément, je sais pas moi si j'oserais en fin de journée, tu vois? Quand le soleil commence à se coucher et cetera, tout le monde est, en train de rentrer chez soi. Je sais pas si j'oserais aller, taper à une porte et demander, comme tu l'as fait toi, tu vois, des conseils et cetera. Mais c'est vrai que c'est enfin, tu as complètement raison, hein. À un moment donné, il faut s'affranchir de ça et c'est peut-être là où tu fais les plus belles rencontres quelque part. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si toi tu as des rencontres comme ça à partager, des choses fortes que tu as vécues avec des gens que tu as croisés, que tu as abordés spontanément? Ouais, j'ai eu la chance d'être invitée à dormir chez des gens. Ils m'ont plus couvert leur jardin. En règle générale, ils t'ouvrent aussi leur maison. Ils te proposent un lit. Enfin, et tu manges avec eux. C'est, tu y vas en demandant juste un peu d'eau et au pire un bout de jardin ou juste un endroit où tu peux poser ta tente sans que ça dérange. Et ces gens-là, ils t'offrent le gîte et le couvert avec bienveillance, avec gentillesse. Alors, je peux pas dire que je le faisais tous les soirs parce que tous les soirs, t'es pas dans le mood où tu as envie de partager ça, tu vois. T'as pas, il y a des soirs où tu es juste Ouais, fatigué, où tu as juste envie de poser ta tente et te poser au fond de ton sac de couchage et dormir direct. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où bah, tu fais fi un peu de cette fatigue et tu vas au-devant des gens et tu discutes et tu partages ce que toi, tu vis, qui est un peu pour eux improbable. Et puis tu découvres d'eux, tu découvres une région, tu découvres une façon de faire, de penser, de réfléchir. Enfin, les Bretons sont tellement accueillants, tellement gentils que, que ça vaut vraiment le coup. Après, voilà, si ton instinct te dit tu restes pas ici, tu restes pas ici. Ça, c'est pareil. Il faut apprendre à se connaître. Si tu le sens pas, il faut pas rester. Mais en règle générale, même une femme seule, moi, j'ai jamais eu aucun souci, quoi. j'aime bien ce que tu dis sur l'instinct. Tu as un exemple toi de situation où que tu as vécu où ton instinct t'a dit, «Ouh je reste pas là» ou au contraire, c'est vraiment l'endroit parfait, j'aborde ces personnes ou Je pense qu'il me tenait à distance des gens qui auraient pu me poser des problèmes. Après, j'ai un exemple où un jour où j'étais extrêmement fatiguée. J'avais vraiment, ça faisait 2 grosses semaines que je marchais beaucoup, que je m'alimentais peu, inconsciemment, mais il faisait très chaud, je m'alimentais peu et donc j'ai fini ces 2 semaines un peu sur les rotules et j'avoue qu'en arrivant dans l'espèce de petit village dans lequel je me suis pointée, il y a un gars qui m'a parlé, qui a commencé à devenir un peu insistant et sur le coup, je l'ai pas trop vu. Enfin, en fait, j'étais vraiment out, quoi. Et il m'a fallu un peu de temps pour m'entendre dire non, mais ça va, je vais trouver une solution, ça va aller. Puis l'insistance faisant, j'ai trouvé une solution qui a été d'aller squatter dans un camping pour être tranquille, en fait. Et, euh, et une seule fois, il m'a fallu mettre un gros là. Mais sans ça, j'avoue que j'ai pas fait de mauvaises rencontres. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, mon inconscient doit, ou mon subconscient d'ailleurs, doit me protéger de quelque chose. Mais hormis cette fois-ci, non, j'ai pas eu de vrais coups de flip. Après des moments trop chouettes où tu as envie de rester avec les gens, où tu t'arrêtes pour discuter, tu te dis ça va durer 5 minutes, puis ça dure 3 heures, donc tu finis pas ta journée. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, t'as rien prévu, t'as rien réservé, donc bon, bah ouais. tu finis pas les, je sais pas, 35 kilomètres que tu avais prévu. T'en as fait 22. Bah c'est pas grave. Le principal, c'est que t'aies un endroit où tu puisses te poser, manger un petit truc, et puis t'as passé une journée merveilleuse où t'as discuté pendant 3 heures avec un couple d'octogénaires qui marchent beaucoup, qui ont fait beaucoup de chemin de Saint-Jacques, qui sont allés jusqu'à Jérusalem, qui étaient juste extraordinaires. Et cette rencontre-là, je l'aurais jamais imaginée. Et puis on sait pas pourquoi, on s'est croisés, on s'est recroisés, et puis on a discuté, et puis on s'est pas quitté pendant 3 heures. Donc ouais, il y a des petits moments magiques comme ça. Franchement, c'était dingue. Je trouve ça génial, tu vois, le fait de partir, solo, mais malgré tout de garder, une main tendue vers l'autre et qu'aujourd'hui tu puisses nous raconter ces histoires de belles rencontres. C'est en tout cas, ça fait chaud au cœur et puis c'est rassurant sur le fait que, voilà, c'est possible encore, tu vois? Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux et cetera
globalement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça spontanément, on pourrait se dire que ça rapproche les gens, mais en réalité, peut-être que ça nous éloigne un peu plus les uns des autres. Mais donc c'est cool de voir que, bah, voilà, toi, ce que tu nous partages là, c'est le fait d'avoir pris le temps et d'être allé à la rencontre des autres, à travers tes marches. Donc franchement, c'est super. Ouais, 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 enfin, c'est vraiment ça en fait. C'est rester ouvert à l'inconnu et, et accepter, en fait, l'accepter tel qu'il est, sans le filtrer avec Instagram en disant que c'est plus beau que ce que ce n'est, ou enfin, accepter qu'il y ait des moments de galère, et puis accepter qu'il y ait des moments de super grosse joie, enfin, vivre l'émotion telle qu'elle est, sans filtre, sans rendre le moment plus beau ou plus fort, ou juste pour qu'il fasse un buzz, ou pour que, je sais pas, pour que les gens t'envient. Enfin, tout ça, moi, j'ai pas envie que les gens m'envient, en fait. J'ai envie que par cet exemple, cette idée qu'une femme puisse partir sans prendre de risques, et Mmh. ben, on puisse tous le faire. Et c'est pas de l'envie, en fait. Moi, ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est que devenir un exemple ou créer un modèle, c'est pas pour que les gens aient envie d'être moi, c'est pour que les gens aient envie de le faire et qu'ils le fassent, qu'ils se retrouvent, qu'ils soient plus sûrs d'eux à la fin, qu'ils se fassent moins manger par une société consumériste, mais juste qu'ils se retrouvent en se disant bon, bah, ça m'intéresse dans la société d'aujourd'hui, ça m'intéresse moins. Qu'est-ce que je veux porter? Qu'est-ce qui m'intéresse pas? J'ai pas envie de faire de jaloux j'ai juste envie que les gens, aujourd'hui, ils s'écoutent eux et qu'ils se lancent dans ce qu'ils ont envie de faire. C'est plus ça, en fait. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, et c'est pour taper sur aucun réseau social en particulier, mais c'est vrai qu'on peut tellement, comment dire, ponctuer sa vie de moments chouettes, mais qui, si on regarde dans sa globalité, étaient pas si chouettes que ça, mais on y a mis un beau filtre et on a mis un super sous-titre, et donc c'était génial. Mais c'est un moment donné dans une vie, et t'as l'impression que que leur vie n'est qu'une sorte de, je sais pas, de film extraordinaire. Or, ils font exactement la même chose que nous, sauf que on sait pas comment, à un moment ou à un autre, ils tiquent, ils prennent une photo, ils le postent, et on croit que leur vie est dingue. Et c'est aussi, alors je sais pas si c'est ça que j'essaie de montrer, mais sur les réseaux sociaux, j'ai pas de filtre. Je mets pas de filtre, je mets la photo qui pour moi a représenté la journée, même si c'est pas la plus belle de la journée, c'est celle qui représente l'émotion, c'est celle qui représente ce que moi j'ai vécu. Sur ce que j'écris sur mon blog, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je pense, c'est pas ce que les gens ont envie de lire, c'est toutes les questions que je me suis posées, et donc les petits tips en me disant bon, bah, pour éviter les ampoules, moi je fais comme ça. Peut-être ça marchera pour vous, peut-être ça marchera pas, mais en tout cas, c'est une idée en plus, c'est une information en plus. Voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est de réussir à montrer la vraie vie, les vraies aventures, pas juste la photo qui fait rêver, mais juste la réalité. Et ça, sans filtre, de temps en temps, ça fait aussi du bien. Ouais. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et alors tu viens de mentionner ton blog et pour pas le nommer, tu as aussi un compte Instagram Histoire de voyage. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, mais c'est quoi la suite pour toi en termes de partage? Comment est-ce que tu veux, transmettre ta passion pour la randonnée, la marche au long cours à une audience peut-être un peu plus large, au-delà du podcast Les Frappés, évidemment? Évidemment. Mais je compte beaucoup sur ton podcast. Alors, moi, je suis revenue de Saint-Jacques avec qu'une seule chose en tête, c'était de partager. De partager ce que moi j'avais découvert, ce que j'avais envie de. Enfin, je sais pas, j'avais envie juste de montrer aux gens que c'était faisable. Que sans être une personne surhumaine, en étant juste une personne lambda, qui avait aucune habitude de randonnée, qui savait même pas avec quoi partir dans son sac, on peut le faire, il suffit juste de se faire confiance. Et, euh, et ça m'a semblé primordial, et j'ai voulu le partager. C'est pour ça qu'est né le blog, c'est comme ça qu'est née la page Instagram, et c'est comme ça qu'aujourd'hui naît le projet de BD. Je suis en train d'écrire une BD sur ce premier cheminement sur Saint-Jacques, et puis en découlera une seconde sur le cheminement en Bretagne. Voilà, c'est ma petite contribution à moi, comment partager un projet de cet ordre-là, qui a été ponctué de magnifiques paysages, d'introspection. Bah voilà, la BD. La BD, l'écriture. Excellent. J'ai beaucoup lu, je lis beaucoup. Je me sentais pas d'écrire un livre, alors que j'ai beaucoup d'affinité pour la lecture, on va dire,
et je me sentais pas d'être la Xème ou le Xème auteur d'aventure, de roman. J'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu faire quelque chose qui me tenait à cœur. Et la bande dessinée, pour moi, c'est un médium qui est juste parfait. Enfin, ça mêle deux de mes passions, les arts et la lecture en règle générale, l'écriture. Euh, c'est un travail d'équipe parce que moi, j'écris le scénario et j'ai décidé de travailler avec une illustratrice afin de ne pas bosser seule sur ce projet, d'avoir un point de vue extérieur et aussi un retour critique hein, Mmh. de ce que j'ai vécu, de ce que je propose. Ça m'intéresse. Moi qui ai fait beaucoup de sport d'équipe, j'avoue que d'avoir un retour de son ou sa coéquipière, c'est pas mal quand même. Même si j'ai choisi la solitude de marcher seule et tout, c'est quand même pas mal de le partager en tout cas, ce projet-ci. Et puis, euh, et puis on verra. Ouais, le but c'est de le partager au plus grand nombre. Donc il y a plein de projets, hein. En plus de la BD, j'ai monté avec deux autres marcheurs une association de marcheurs au long cours qui s'appelle les Marcheurs Fous. Et donc, OK. le but, c'est de créer une communauté autour de cette activité sportive, c'est de créer, de mettre en commun en fait un savoir-faire, des petits tips. On est nombreux à avoir fait plein de chemins, donc s'il y a des gens qui veulent savoir comment on fait, je sais pas, le PCT aux US, il suffit de venir nous voir et puis on pourra vous donner le contact de la personne qui l'a fait en France et qui peut aujourd'hui vous donner tout plein de conseils. Et puis si vous avez des conseils sur comment on marche en ultralight ou je sais pas, comment on part alors qu'on est une femme seule ou comment on part alors qu'on est en couple. Tout ça, c'est des questions qui se posent et par chance, on commence à être une bonne petite communauté et donc on n'a pas réponse à tout, mais en tout cas, on essaie de communiquer autour de ça, de donner de la visibilité, tout simplement d'aider des gens à passer outre ces fameux freins et juste à se découvrir au travers de la marche, quoi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation, de l'introspection, mais plus que ça, Mmh. c'est un moment magique qu'on s'accorde de marcher si longtemps, de faire fi de temps en temps quand même des douleurs et ouais, on en sort grandi. Donc nous, aujourd'hui, on sait qu'on est une communauté, on commence à la créer et on espère qu'elle ne va cesser de grandir parce que plus ça va aller, plus les gens vont se rendre compte qu'on peut le faire et que ça vaut le coup de le faire. Donc c'est tous ces projets de partage. J'avoue que je suis aujourd'hui portée par ça, par l'envie de partager ce que moi j'ai découvert, ce en quoi je crois, et, euh, et si ça peut donner, je sais pas, un petit élan à d'autres personnes, alors j'aurais gagné toute ma vie, je pense. Ah, c'est des superbes projets. Les marcheurs fous en particulier, vous en êtes où dans la phase de mise en place de la structure? On peut déjà, je sais pas, vous suivre, devenir membre? Parce que je trouve ça juste génial. En tout cas, moi, je serais hyper intéressé pour en savoir plus. Eh ben écoute, Les Marcheurs Fous a eu sa première réunion il y a maintenant 2 semaines. On doit OK. être une grosse vingtaine d'adhérents maintenant. Donc, pour rien de cacher, en tout et pour tout, c'est tous les marcheurs français, enfin pas tous, hein, mais une grosse partie des marcheurs français au long cours de France et de Belgique, puisqu'on a des Belges. Euh, on est en train de monter des pages de réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram. On sera bientôt présent. On sera bientôt présent sur tous ces réseaux. En attendant, il suffit de me contacter via ma page Instagram ou Facebook ou on sera ravis de répondre à toutes les questions sur cette association en attendant de monter enfin un site internet, une page Instagram, une page Facebook et tout et tout. Génial, génial. Franchement, c'est super. Aux États-Unis, tu disais que c'était beaucoup plus structuré. C'est quoi qui te fait dire ça? C'est le fait qu'il y ait un terme pour, la marche au long cours, que ce soit une discipline reconnue, qu'il y ait des structures? Alors, je le dis pas moi en tant que Jeanne Fauquenot que c'est plus Oui. structuré. Je dis juste que, en tout cas, il y a des choses qui se font autour de ça. C'est-à-dire qu'il existe OK. au moins 3 grands trails aux États-Unis. Euh, Ils sont connus, alors ils sont connus de nous, marcheurs au long cours, parce qu'évidemment ça nous passionne, mais ils sont connus des Américains en règle générale. Euh, donc
déjà, ils ont pris le parti de créer 3 trails qui sont immenses. Ils font, entre, je sais plus, mais ça doit être entre 3 et 4 500 kilomètres. Enfin, c'est que des très longs trails. Après, ils ont le pays qui va avec, hein, on est d'accord, Ouais. mais donc c'est très connu, c'est très emprunté. Il faut imaginer que le Tu peux PCT, aujourd'hui, on ne peut le faire que si on s'inscrit en amont et qu'on a une validation. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, sur Saint-Jacques, on peut partir quand on veut, où on veut. Là, le PCT, on part d'un point A à une date donnée, à une heure donnée, de façon à ne pas être trop nombreux sur le trail. C'est Ah oui. voilà, c'est quand même connu. Il y a quand même plus de choses qui se fait. Il y a plus de communautés autour des marcheurs au long cours. Il y a plus de matériel ultralight aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Euh, c'est une activité sportive en soi. Les gens la connaissent, ils l'appréhendent plus ou moins euh, parce que tout le monde n'est pas on n'a pas d'appétence pour la marche au long cours. On n'est pas tous pareils, il y a encore une chance. Mais en tout cas, ils ont quand même tendance à l'essayer, en tout cas être plus nombreux à le faire. Ça semble être une évidence. Tu peux parce que j'en ai 2 en tête, mais je crois que je connais pas le troisième. Je connais, l'Appalachian Trail, le Ouais, Pacific Crest Trail, mais ouais. je sais pas quel est le troisième. Le CDT. Alors le CDT, je saurais pas te dire ce que c'est, mais c'est le troisième. Je pourrais te retrouver le nom du CDT. OK. 3 100 miles, donc ça fait, 5 000 kilomètres, ça? Quelque chose comme ça? Et ça passe par les Rocky Mountains. OK, d'accord. Ah oui, OK, bon, je l'avais pas en tête celui-là. Ouais, effectivement, c'est du très long là, hein. Ouais, 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 c'est vraiment. Et encore, il y a le Transcanadian, il y en a tellement. Enfin, les États-Unis et le Canada, enfin, les États-Unis en règle générale ont un parcours quand même plus développé autour de la marche au long cours. Et c'est pour ça que c'est porteur aujourd'hui de nous se projeter en tant que communauté tournée vers la marche au long cours, avec ce que ça apporte comme redécouverte de notre environnement, de consommer de façon Mmh. plus qualitative, d'être plus proche des acteurs locaux, de découvrir un tourisme de façon beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus durable. Enfin, le simple fait de ne pas consommer tout simplement de pétrole pour se déplacer, c'est sûr que déjà c'est environnementalement. Bon, bref, c'est mieux. Euh, Ce mot est beaucoup trop long. Après, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on a toute notre place et c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est parce que on s'est senti nous isolés quand on s'est projeté avec Perrine et Victor, avec qui j'ai monté l'asso. On s'est senti isolés dans notre projet de de marcher longtemps. Donc, comment faire pour rompre cet isolement? Créer une communauté, ça nous semblait évident. Ça n'a pas été si facile à porter que ça, hein. Les marcheurs au long cours, c'est quand même pas des divas en règle générale, c'est pas des influenceurs ou des influenceuses Instagram. Enfin, c'est pas facile de les trouver. Je pense qu'on en manque encore beaucoup, mais plus ça va aller et plus on les touchera. C'est pas si simple que ça. Et en même temps, ça vaut tellement de coups d'avoir, déjà de parler en tant que, enfin, je sais pas, de parler avec des gens qui sont passionnés du même sport, Mmh. c'est quand même magique. Et c'est pas si simple que ça quand on ne se connaît pas. Euh, et puis on le sait maintenant, l'isolement, enfin c'est terrible. Les 2 confinements nous ont montré qu'on n'était pas fait pour vivre tout seul et ouais, pour faire nos trucs dans nos coins. Alors, on a beau être tous un peu des loups solitaires à marcher tout seuls sur nos sentiers de grande randonnée et tout, mais partager ça, pouvoir le faire découvrir aux autres, des gens qui ont des freins, qui osent pas bivouaquer, qui se posent des questions de comment on fait, et ben, pourquoi Mmh. pas venir nous retrouver sur une partie du GR en disant: «Bah, écoutez, venez passer 3 jours avec moi et puis comme ça, bah, à la fin, vous saurez bivouaquer, vous saurez randonner, vous saurez, quelle capacité vous avez, à marcher 20, 30 kilomètres par jour ou plus. Vous saurez ce qu'il faut emmener dans un sac. Enfin voilà, c'est tous des petits exemples comme ça. Ouvrir notre activité physique à tous, c'est magique. Enfin, moi, je l'ai fait pendant que j'étais en Bretagne. J'ai ouvert ce projet à de la famille et à des personnes que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui m'ont demandé via les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'ai dit OK. oui. Et à chaque fois, ces gens-là, aujourd'hui, c'est des gens qui marchent toujours, alors qu'on n'a pas encore fait de randonnée longue distance parce que on n'en a pas eu la possibilité avec le deuxième confinement. Et puis là,
la situation sanitaire est pas vraiment au beau fixe pour pouvoir faire ça, mais c'est des gens qui marchent toujours, c'est des gens qui ont renoué avec cette activité sportive-là, qui... Enfin voilà, je pense que c'est exactement pour ça que je monte ce type de projet. C'est pour partager, Mmh. peu importe la durée, peu importe à quelle intensité, en tout cas, le simple fait de partager avec des passionnés, avec des gens qui veulent juste découvrir, avec des néophytes, avec des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est génial, en fait. C'est ça qui est magique. Enfin, ouais, je pense qu'on a tout à gagner à ouvrir notre pratique et nos projets à tout le monde, en fait. C'est clair, ça c'est clair et encore une fois, moi je suis convaincu qu'il y aura un intérêt à mettre en avant cette pratique, aussi. Donc c'est vraiment génial, et je trouve ça d'ailleurs un peu fou que ça existe pas déjà. Tu vois, je te rejoins sur le fait que, c'est vrai que quand tu te lances sur du alors moi j'ai pas fait des longs cours, comme toi en solo, mais je pense que si tu demandes à peu près n'importe qui, tu vois, quelle est l'image de la randonnée, que tu as? C'est plutôt, bon, bah, activité de retraité, tranquille en sandales l'été, alors que pas forcément, tu vois? C'est peut-être une des activités, au long cours en tout cas, c'est sûr, les plus, enfin une des plus challengeantes, du fait de l'engagement que ça demande, tu vois? Je discutais il y a pas longtemps, bah, d'ailleurs avec, qui son épisode est diffusé déjà avec, Steve Farrugia qui nous expliquait, qui nous parlait de sa traversée de l'Islande en autonomie totale. Bon, bah, il t'en parle, voilà, il te parle de la fin, la vraie fin et il explique que c'était absolument atroce ce qu'il a vécu et je sais pas s'il y a d'autres disciplines où tu peux vivre ce genre d'expérience. La solitude, le fait de voir absolument personne pendant des jours et des jours. Donc, je trouve ça génial que, bah, tu t'investisses pour, mettre en avant la discipline et créer cette communauté. Donc s'il y a des marcheurs au long cours en herbe ou expérimentés, qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre contact avec Jeanne. Encore une fois, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Trop Heu, chouette, merci. prin principalement ton compte Instagram, c'est le plus pratique? Oui, 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 histoire de voyage, c'est vraiment le plus simple. Enfin, c'est le canal, pardon, le plus direct, OK, en effet, pour commencer, en tout cas, ouais. OK, super. Et ben, on mettra tout ça. Excellent, excellent. Et ben, écoute Jeanne, on arrive au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, partager pour conclure notre échange? Hem, oui, j'aurais un milliard d'autres choses à dire parce que c'était trop bien, mais juste peut-être, aujourd'hui, les femmes continuent à se battre pour leurs droits et on a un millier de devoirs, tous êtres humains tels qu'on est. Peut-être qu'il est temps de reconnecter avec qui on est, en faisant attention à notre environnement parce que c'est lui qui nous porte. Et donc la randonnée au long cours, c'est aussi pour ça que je m'y sens aussi bien. Après, le fait d'être une femme seule, heu, il est peut-être temps qu'on ait plus de modèles, d'aventuriers, de marcheurs, hem, de femmes engagées dans ce type d'aventure, parce qu'on en voit tellement peu et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une gamine de 15 ans qui m'écoutera et qui se dira: «Mais en fait, c'est carrément faisable. La nana, elle l'a fait, pourquoi pas moi?» Et Mmh. elle trouvera sa voie. Alors, c'est peut-être pas marcheuse sa voie, mais en tout cas, c'est un moment qu'elle aura pris pour elle. Et, et tous ces freins liés à notre sexe, c'est ultra dommageable. Mais pas que pour nous, c'est ultra dommageable pour la société. Et c'est aussi ça que je veux passer, c'est que être une femme, ça nous rend pas plus faibles, ça nous met pas plus en danger. Au contraire, ça peut nous ouvrir des portes, ça peut nous permettre de rencontrer plus de gens. Hem, alors, de là à dire que je veux devenir un modèle ou un exemple, je pense pas. J'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, sortir de cette case, de la femme, frêle, qui doit faire attention à ce qu'elle dit, ce qu'elle porte, sous prétexte qu'elle va se faire violenter. Ben non, en fait, il faut en sortir. On n'a pas à avoir peur, en fait. On n'a plus à avoir peur. Et, et voilà, si moi, mes marches au long cours, elles peuvent porter le fait que nous aussi, on peut le faire, qu'on peut tous le faire et que ça vaut vraiment le coup d'être testé pour soi, pour, euh, pour l'importance de l'activité physique dans la vie, pour l'importance de l'agriculture qui nous entoure et dont on se rend pas compte, sauf quand on marche à 8 heures du matin et que les agriculteurs, ils sont déjà dans leur champ, ils sont déjà en train de s'occuper de leurs bêtes.
Et bah, tout ça, on s'en rend compte à ce moment-là. Être juste heureuse de voir un petit scarabée passer sur un chemin parce qu'on a croisé personne pendant 3 jours et que c'est la première âme qui vive. Et bah, tout ça, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup d'être dit, ça vaut le coup d'être probablement entendu. Et, euh, et si je peux le partager et si je peux le faire découvrir, eh ben, je continuerai. Je continuerai et j'espère que ça portera d'autres personnes que moi. Merci Jeanne, très très beau message. Un grand grand merci pour cet échange. J'ai adoré cet éloge de la lenteur, de la reconnexion, de l'introspection, le fait de s'écouter et d'oser se lancer. C'était juste hyper inspirant comme histoire. Et je suis sûr que ça parlera à beaucoup beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Loïc. Merci tu fais pour la création de cette communauté de la marche au long cours en France, en tout cas dans l'univers francophone, puisqu'on a déjà des amis belges. Et puis écoute, j'espère à très bientôt pour de nouveaux récits, de nouvelles aventures. Moi aussi. Merci beaucoup Jeanne, tout le meilleur pour la suite. Encore merci à toi, Loïc. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!